Et c'est les plus grands chefs qui sont là. Alors, dans quelques instants, vous avez bien évidemment apprécié. Moi, j'attends votre réaction là, à la table des chefs, parce que depuis 5 h ce matin, vous attendez, mais quand est-ce qu'on mange? J'attends votre réaction et surtout, la question que vous posez, que dois-je faire de mon assiette vide? Alors, vous la léchez, c'est normal, je comprends, c'est tellement bon. Mais après, il faut jeter dans les poubelles qui sont au pied du poteau. Vous avez des poubelles au pied du poteau. Avancez, avancez. Venez, merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie, c'est un plaisir. C'est le président des contacts. C'est le champ de l'avant. Il y a plein de choses. Ah, c'est gentil, merci. L'équipe de France à la montée. Il en fallait bien sinon la journée n'aurait pas été bonne. Il est où? Ah oui, c'est dur, hein. Bonsoir, président. Bravo. Marine au pouvoir. Marine, une photo s'il te plaît. 2017 Paris. Attention aux gamins, les gars. Doucement. Juste au Premier arrêt ici, Rome d'Amoiseau. Ok. C'est un premier arrêt au Rhum d'Amoiseau. Bonne continuation, courage à vous. Merci, bonne retraite. Merci. Là. Là, juste là. Là. Excellence Outre-mer. Oh là là, merveilleux, merci beaucoup. Merci mademoiselle. Ah bah ça le rhum, Voilà. Ça va? c'est irrésistible. C'est irrésistible. Alors celle-là, je la confie à personne parce que je vous vois là. Elle peut disparaître. Non, non, mais je vais bien à la prendre. Vous avez passé à Gauthier pour... Ah d'accord. Le problème c'est que j'ai aucune confiance en eux en fait. C'est un sac, ok. On viendra chez toi pour le voir. D'accord, d'accord, ça commence. Bonjour. Ça commence. Bon courage en tout cas. Merci. Là. Voilà, vous voyagez un peu aussi là. Je reste. Merci.
par une corde qui est l'ultra-libéralisme, enfin le libre-échange total. Ils sont sur un tabouret, le tabouret c'est les subventions, et chaque année on coupe un petit bout des pieds du tabouret. Bon bah, qu'est-ce que ça entraîne? Ça entraîne ce qu'on vit aujourd'hui. Alors soit il y a une réaction massive, majeure, brutale, parce que la situation nécessite un état d'urgence pour l'agriculture, soit rien n'est fait, et objectivement l'avenir est très lourdement compromis. Et ça fait des années que l'agriculture est en difficulté. Et donc ça, je veux dire, c'est pas un reproche qu'il faut faire aux agriculteurs ou aux éleveurs, c'est un reproche qu'il faut faire aux politiques, parce qu'ils savaient pertinemment que chaque année, ça allait s'aggraver. Il y a quelque chose à dire aujourd'hui aussi aux gens qui nous regardent, c'est qu'indirectement, les agriculteurs, c'est de l'emploi. Et que d'acheter français, c'est avant tout aussi acheter nos emplois, c'est créer nos emplois. Acheter français, c'est donner des emplois, c'est maintenir l'emploi. Un agriculteur, c'est 7 emplois aujourd'hui. On est 61 000 éleveurs laitiers. On ne remplirait pas aujourd'hui le Stade de France. Mais les Français sont prêts à acheter français, encore faut-il qu'ils sachent qui est français. Qu'ils puissent s'identifier. Ils n'ont pas d'identification. Notre proposition de coordination, ça aussi, c'est une traçabilité intégrale, mais au niveau de l'Europe. Parce qu'aujourd'hui, viande bovine française, de la viande, nous les vaches, quand elles partent chez nous de l'étable, elles sont tracées, on sait combien on en a. Par contre, au niveau après des plats cuisinés, là l'Europe retient, parce que là vous avez des grands lobbies agro-industriels qui n'en veulent pas. Alors là, c'est vrai que ce gouvernement a dit aussi qu'il va pousser, il faut pousser vers ça, parce que acheter français, c'est qu'à un moment donné, si je mange des lasagnes fendues ce premier soir, premier prix, je veux dire, si je découvre qu'il y a du cheval roumain dedans, il y a quelqu'un qui le dira. Mais il faut l'écrire en petit sur l'étiquette, faire confiance au consommateur, par contre on ne pas le tromper. Parce que nous, on a beau jouer la carte d'excellence, si on ne la fait pas, ça oui, mais le problème, c'est que l'étiquetage, il faut qu'il se fonde sur né, élevé et transformé. Parce que s'il en manque un des trois, il est évident que là, on va avoir quand même un énorme problème. Par rapport au nez élevé et abattu en France, c'est vrai que si on prend... Et transformé. Transformé. Quand on voit en fait la filière de nos petits veaux en France qui ne valent rien, qui partent de nos exploitations à 30 à 50 euros pièce, qui ne couvrent même pas la dose d'insémination qui a servi à les concevoir, ces veaux partent en Espagne, sont élevés là-bas avec des procédés ou des produits qui ne sont pas autorisés en France et qui reviennent. D'où la nécessité d'avoir un nez élevé, et, parce que s'il n'y a plus de Oui, mais enfin, encore une fois, il y a aussi un phénomène de bon sens. On ne peut pas accepter qu'on importe des produits dont l'élevage est interdit en France. Ça veut dire quoi, ça? Il y a des productions qui arrivent, qui sont élevées selon des normes qui sont interdites en France. Et on dit qu'il n'y a pas de concurrence internationale déloyale, mais c'est quoi? Soit la France se contente des normes européennes, soit la France considère qu'elle veut un niveau de sécurité supérieur, mais alors à ce moment-là, elle interdit l'importation des produits qui ne respectent pas cette norme supérieure. Parce que sinon, je veux dire, c'est juste, il n'y a pas, encore une fois, un secteur économique qui peut supporter une concurrence qui est à l'évidence une concurrence totalement déloyale. Si on rajoute à ça le dumping social qui est fait dans un certain nombre de filières, deux pays intracommunautaires, là on a coché, je veux dire, toutes les cases pour que les éleveurs n'arrivent pas à s'en sortir, quoi. C'est le bandeau, les boulets aux pieds, le sac à dos de 150, etc. C'est pas possible. Vous avez ça aussi dans les grandes cultures, parce que nous importons aujourd'hui du soja brésilien qui est gavé d'OGM, plein d'OGM, qui sont absolument interdits ici à la culture en France. On a la même chose. On a parlé d'un plan protéines dans la nouvelle version PAC, qui est un plan de rigolade. Ça n'a aucun effet. Donc dans l'agriculture, dans les grandes cultures, on a exactement le même problème. Et on a aujourd'hui dans les grandes cultures, parce qu'on dit toujours les céréaliers, etc., dans les grandes cultures et dans les zones qui ne sont pas des zones où l'on produit énormément de production, on a de gros problèmes aujourd'hui. Ce qui arrive aujourd'hui chez les laitiers se profile également dans les grandes cultures. On y va tout droit, dans les zones, évidemment, Île-de-France, Picardie, etc. Donc, il y a des beaux rendements, ça va très bien, mais aller dans le sud-ouest, aller dans les zones intermédiaires, vous allez voir que c'est une catastrophe qui se profile bien comme il faut. Et pareil avec les encore une fois, tout ça ne relève pas de la fatalité. Voilà. Encore une fois, ça n'est pas une tempête de grêle, c'est pas un tsunami, c'est pas un grand froid. C'est quelque chose qui était prévu, ce sont des décisions politiques dont on connaissait les conséquences et qui ont été prises malgré ces conséquences. Voilà, il faut le savoir. Donc si ça relève de décisions politiques qui ont engendré
ce modèle et ce système, alors d'autres décisions politiques peuvent modifier ce système et ce modèle. Et on n'a pas évoqué les rôles des banques aujourd'hui, qui mettent dans certaines situations les agriculteurs qui sont encore aujourd'hui avec des 6,5, 7%, qui ne peuvent même pas renégocier leur taux d'intérêt, alors que des particuliers renégocient aujourd'hui leur maison. Hein. Et ça aussi c'est honteux. Et il faut absolument qu'il y ait une pression qui soit mise sur les banques par rapport à cela. Oui, mais d'accord, enfin, il fallait y penser avant de larguer notre souveraineté bancaire. Eh oui. Voilà, à partir du moment où on a largué notre souveraineté bancaire, ben, on peut toujours dire ce qu'on veut aux banques, que les banques nous diront, vous êtes gentils, hein, mais voilà quoi. Je pense qu'il y a une négociation à mener avec Bruxelles. Mais je n'entends pas que le refus opposé par Bruxelles, qui signe la mort des éleveurs français, eh bien, soit une forme de fatalité auquel on devrait se soumettre. Donc s'il faut suspendre la PAC à un moment donné, parce que Bruxelles refuse de remettre en cause des dogmes et des mesures d'application qui tuent l'agriculture française, eh bien, il faudra suspendre la PAC, comme Schengen. Vous voyez, c'est d'ailleurs les deux grands échecs de l'Union européenne, objectivement. Schengen et l'agriculture sont les deux grands échecs de l'Union européenne. Moi, ce que je sais, c'est que je veux sauver la peau des éleveurs français et de l'agriculture française. Et si pour ça, il faut renverser la table, eh bien, je crois qu'il faut le faire. Parce que demain, il sera trop tard et nous aurons, et vous et moi, et l'ensemble des Français comme nos yeux pour pleurer sur la perte de notre sécurité alimentaire, la perte de notre souveraineté alimentaire. Et croyez-moi, quand on a perdu ça, on a énormément perdu. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas négocier à Bruxelles? Expliquez-moi. Nous versons à Bruxelles 21 milliards d'euros par an. Elle nous en rend 13. C'est pas un bon moyen de négocier ça? Donc c'est simple, il suffit de négocier en disant écoutez, soit ça se passe comme ça, soit vous acceptez par exemple l'étiquetage qui permet aux Français de savoir ce qu'ils mangent, ce qui est quand même des choses dans une démocratie, et ce qui permet de faire par exemple du patriotisme économique, soit eh bien, nous arrêterons de verser les 9 milliards supplémentaires à l'Union européenne. Si la Grande-Bretagne peut négocier ou obtenir une négociation, pourquoi la France ne le pourrait pas? Tout simplement parce que les dirigeants français arrivent à Bruxelles à genoux. Eh bien moi je n'entends pas me mettre à genoux devant quiconque, bien au contraire, parce qu'il y a encore une fois des intérêts vitaux à défendre. Pas seulement la survie de nos agriculteurs, derrière eux, c'est l'intérêt vital de la France et des Français que notre agriculture ait un avenir. La priorité pour Mme Le Pen, c'est l'étiquetage aujourd'hui? Non, ce n'est pas l'étiquetage. C'est toute une série de mesures qui doivent intervenir ensemble et de la manière la plus rapide qui soit. C'est l'intervention sur les prix, c'est l'étiquetage des productions, c'est l'arrêt du dumping social intracommunautaire, c'est l'arrêt de la concurrence internationale déloyale, soit par la baisse des normes d'un côté, soit par le fait de faire respecter les normes qui sont les nôtres et auxquelles c'est vrai nous tenons parce que c'est un problème de sécurité alimentaire par les produits que l'on importe. C'est l'arrêt des négociations d'ouverture des accords de libre-échange, c'est-à-dire le traité transatlantique qui va tuer notre élevage. C'est l'accord qui vient d'être signé, le début de la négociation avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande, des géants contre lesquels nous ne pourrons pas nous défendre. Voilà. C'est toute une série de mesures que l'on doit mettre en place aujourd'hui en urgence, un plan d'urgence pour l'agriculture. Et puis je veux dire, c'est aussi peut-être un plan massif de préinvestissement dans l'agriculture. Après tout, on sauve des secteurs qui sont stratégiques comme le secteur nucléaire. Pourquoi est-ce qu'on ne sauverait pas l'agriculture, que je considère comme aussi un secteur stratégique? Mettez debout.